Bien, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce débat citoyen. La finance peut-elle contribuer à résoudre la crise? Alors je vais d'abord présenter à la fois les intervenants et puis l'objet de ce débat. Et puis ensuite je donnerai la parole à chaque intervenant pour qu'il présente à la fois Novetic et la Nef. Puis ensuite, je laisserai la parole à l'assistance pour poser toutes les questions qu'ils veulent sur l'investissement socialement responsable et l'épargne solidaire. Alors, des pratiques commerciales irresponsables comme l'octroi de crédits à des personnes n'étant a priori pas en mesure de les rembourser, des prises de risques excessives et une gouvernance d'entreprise défaillante sont autant de causes à l'origine de la crise financière. En se distinguant des institutions financières essentiellement commerciales, les banques solidaires et les investisseurs sociaux promeuvent leurs différences en répondant aux défis et aux enjeux de leur temps, insérés par la création d'emplois, revitaliser des territoires frappés par la reconversion, financer l'économie sociale et solidaire et redonner du sens à l'investissement en période de crise financière provoquée par des mauvaises pratiques telles que la spéculation ou la financiarisation excessive. Alors l'épargne solidaire constitue une pratique consistant à s'assurer que son épargne est réinvestie dans des activités relevant de l'économie sociale et solidaire. L'investissement socialement responsable constitue une approche vertueuse de la gestion d'actifs. Serait-il la solution pour résoudre la crise? L'objet de ce débat consiste donc à s'interroger si l'ISR et l'épargne solidaire constituent des leviers pour résoudre cette crise. Alors pour répondre à cette question, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Aurélie de Barochet. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés de gestion, chez Agicam, chez Generali Investment, comme analyste ISR, ainsi que chez BNP Paribas, au sein du pôle gouvernance et vote. Vous avez une formation en droit international et en management option finance. Et de votre côté, Guilhem Renaud, vous êtes banquier itinérant à la Nef, que vous avez rejoint aussi dernièrement, et donc qui est une société coopérative de finances solidaires. Et vous avez fait l'UP de Caen en spécialité banque et assurance. Donc je vais laisser la parole à Aurélie de Barochet qui va nous présenter Novetic. Bonsoir. Qu'est-ce qu'est l'ISR exactement? Donc c'est l'investissement socialement responsable et c'est la réponse ou une des réponses de la finance de marché à la crise. Donc comme vous le savez tous, la finance a des métiers multiples. Quand on parle d'ISR, on est uniquement sur les marchés financiers. Donc les fonds d'investissement qui sont investis en actions, en obligations ou en monétaire, soit d'entreprise, soit d'État. L'ISR a été consiste en une démarche au moment de la décision d'investissement, d'investir dans une entreprise ou non, de ne pas seulement prendre en compte des critères financiers, mais de prendre en compte également des critères de développement durable. Donc ces critères de développement durable, on les décline sous trois formes: l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, dans ce sens-là, c'est une des réponses à la crise, puisque nous ne souhaitons pas, comme nous sommes un investisseur ISR, investir uniquement sur des critères financiers. Mais je précise bien, le financier reste important, et nous sommes également là pour faire de la performance financière. Donc, qu'est-ce qu'un fonds ISR? C'est un fonds qui va prendre en compte, avant investissement et après investissement, un objectif de développement durable. Avant investissement, on va analyser une entreprise, par exemple, sur des critères ESG. On va vouloir exclure certaines activités qu'on va considérer comme non éthiques, comme le tabac, l'alcool ou l'armement. Ou alors on va exclure certaines entreprises qui sont connues pour avoir violé les droits de l'homme ou porter particulièrement préjudice à l'environnement. Ensuite, on va sélectionner les entreprises qui seront les plus vertueuses sur ces critères-là. C'est la majeure partie des fonds d'investissement ISR. Ensuite, une fois que l'investissement est fait, à savoir qu'on est dans l'entreprise, on a aussi voulu ne plus se comporter comme un investisseur classique, à savoir on rentre au capital de l'entreprise et on attend un rendement financier. On suit cette entreprise en faisant de l'engagement, par exemple. Donc ça va être dialoguer avec les chefs d'entreprise, les rencontrer, expliquer ce qui ne va pas pour nous, essayer de faire changer certaines pratiques. Ce sont des
des choses qui sont assez compliquées à mettre en œuvre, parce que vous le savez certainement, sur les marchés financiers, il y a énormément d'entreprises. Il y a les très grosses capitalisations, on prend toujours Total comme exemple, c'est un des meilleurs exemples, qui se retrouvent dans beaucoup de fonds ISR, et avec qui nous pouvons avoir un dialogue assez simple, puisqu'ils ont mis en place eux-mêmes toute une équipe spécialisée sur ces sujets-là. Ensuite, pour les plus petites entreprises, il est plus difficile de leur demander d'avoir des gens qui soient disponibles pour nous recevoir, mais ça fait partie de notre métier, de leur faire comprendre que c'est important pour eux, pour qu'on continue à être investisseurs, qui s'intéressent aux questions de développement durable et qu'ils les prennent en compte dans leur société. Donc l'ISR, finalement, ça permet de ne plus voir que le financier, de sortir des formules de mathématiques, pour faire assez simple. Alors l'ISR représente aujourd'hui en milliards d'euros presque 150 milliards, donc ça vous paraît peut-être énorme ou pas, je ne sais pas. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est que 2% de la gestion d'actifs totale en France. Donc je vous laisse imaginer combien de milliards ça représente. Pour autant, 150 milliards, on est parti à 30 milliards en 2008, au moment de la crise. Donc c'est des produits qui intéressent de plus en plus les gens. La tendance est toujours à l'augmentation et des chiffres qu'on a à mi-année 2013, l'augmentation est toujours là. Alors qu'est-ce que fait Novetic là-dedans? Nous ne sommes pas une société de gestion, nous ne sommes pas des investisseurs directement. On est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, donc une institution publique. On est subventionné par l'État français pour développer ce domaine, parce que la Caisse des dépôts considère que c'est important dans le monde financier que ces critères de développement durable soient de plus en plus pris en compte. Qu'est-ce qu'on fait chez Novetic? On fait deux choses. On fait de la recherche académique sur l'ISR. Cette recherche, elle passe par des études statistiques. C'est pour ça que j'ai été capable de vous donner les chiffres du marché il y a 2 minutes. On passe beaucoup de temps dessus. C'est assez compliqué de recenser tout le monde. Et ensuite, on fait des études plus qualitatives. Et cette fois, ça peut être à la fois sur comment faire de l'ISR, ou ça peut être sur l'immobilier durable, ou sur comment se comportent les banques face à la crise. Là, c'est un peu plus général. Et ensuite, nous avons notre activité pour laquelle nous sommes le plus connus, les labels ISR. Donc nous labellisons des fonds qui se disent ISR et nous certifions que leur processus d'investissement est bien ISR. Ça fait 5 ans maintenant que ce label existe. On a 38 sociétés de gestion qui ont au moins un fonds labellisé, parce qu'on ne labellise que des fonds et non pas des sociétés. 38 sociétés, c'est un peu plus de la moitié du marché français, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 60 sociétés de gestion qui proposent des produits ISR. Ce label est volontaire. Il n'y a aucune obligation légale d'y postuler ni de l'avoir. Et nous avons cette année 104 fonds labellisés pour à peu près 300 fonds que nous recensons. Et ces fonds qu'on labellise, c'est les fonds que nous estimons être ceux qui ont mis en place un processus rigoureux. On est là pour apporter une garantie sur la décision d'investissement. Nous avons également lancé un label vert cette année, qui est expérimental pour le moment. Nous avons 6 fonds labellisés. L'idée est la même, c'est qu'aujourd'hui, des sociétés de gestion proposent aux épargnants, à vous, le jour où vous aurez un peu d'argent, d'investir dans des fonds verts, donc vertueux pour l'économie. Malheureusement, derrière, il est très compliqué de savoir dans quelles entreprises ces fonds sont effectivement investis. Donc le label impose une publication de toutes les entreprises dans lesquelles ce fonds est investi. Et donc nous offrons la possibilité aux gens d'aller vérifier que leur argent est bien là où ils le souhaitaient. Voilà. Donc pour essayer de répondre à cette question, qui est très compliquée, si l'ISR peut répondre à la crise, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon début. Ce n'est qu'un début, les chiffres sont assez faibles. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans les processus qui sont mis en place, mais nous sommes là pour essayer de pousser vers plus de qualité. Et Novetic, à travers le label, est certainement un des mieux placés pour le faire. Voilà, merci. Merci Aurélie.
bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'École de Management de Normandie de m'avoir invité ce soir. Alors, je vais être un petit peu plus pratico-pratique que novétique, du coup, puisque la nef, en fait, est une structure tout à fait locale, nationale, et la nef est une structure qui est une sorte de circuit fermé, hein, donc de finance solidaire. Donc, on peut... Alors, la nef en fait est une banque d'investissement pour les projets d'économie sociale et solidaire, donc sous statut de société financière coopérative. Donc qui dit coopérative, c'est que nous avons, notre capital est détenu par 33 000 sociétaires en France aujourd'hui. Nous avons le statut de société financière depuis 1988 et on est agréé par la Banque de France depuis cette date aussi. Le principe est très simple, on fait le métier de banquier comme à l'origine, c'est-à-dire qu'on récolte de l'argent via des épargnants, donc qui deviennent sociétaires, et cette ressource est notre seule et unique ressource pour faire des prêts locaux, donc quand je dis locaux, c'est-à-dire au niveau national, pour financer des projets d'économie sociale et solidaire uniquement. Et c'est-à-dire en fait financer l'économie réelle. Donc quand je vous disais tout à l'heure un circuit fermé, c'est tout simplement parce qu'on ne touche pas de près ou de loin au marché financier, et nous avons nos propres ressources donc qui sont l'épargne de nos sociétaires. Donc quand vous voyez ici, notre objectif c'est de relier les épargnants et les emprunteurs autour de projets respectueux de la personne et de l'environnement, en proposant des crédits pour soutenir des projets qui ne recherchent pas uniquement la plus-value financière. Donc je vous rejoins sur ce point, la plus-value financière est importante pour que tout simplement les structures tiennent, mais on va vraiment vérifier que l'objectif de la structure qui a ce projet n'est pas uniquement financier, donc qu'il soit aussi, qui recherche aussi la plus-value environnementale, sociale ou culturelle. Donc voilà, notre slogan pour que l'argent relie les hommes. Donc voilà, c'est le principe du circuit court financier, hein, c'est-à-dire que éviter le plus possible les intermédiaires et faire que en fait les épargnants aient aussi une vision de l'utilisation de leur argent. Donc voilà, on peut passer du coup. Ah bah c'est bon, parfait. Alors, en quelques chiffres, aujourd'hui, comme je vous disais, moi, je vous ai menti tout à l'heure, c'est 32 500 et pas 33 000. On a eu un fort développement du sociétariat depuis 2008, forcément depuis la crise, avec des personnes qui voulaient donner un sens nouveau à leur argent. On a donc environ 200 nouveaux sociétaires par mois. On a vous parlez de chiffres qui n'étaient pas très gros tout à l'heure, mais c'est encore plus petit ici. Hein, donc on reste des artisans de l'argent, hein, qu'on soit clair là-dessus. Donc on a un total du bilan bancaire qui est de 381 millions d'euros. On utilise, l'encours de nos prêts s'est établi à peu près à 100 millions, et on a fait 242 prêts l'année dernière, voilà, au niveau national, pour des prêts médians de 53 000 euros. Alors, au niveau de notre organisation, donc organisation de la coopérative, on est 62 personnes en France, donc on reste vraiment une petite structure. Le siège est à Lyon, à Vaux-en-Velin, et on est organisé en 4 délégations régionales, donc la délégation de Lyon, Paris, Nantes et Toulouse, sachant que la délégation Caen, le bureau de Caen qui vient tout juste d'être créé, fait partie de la délégation de Nantes. Donc voilà, là vous voyez sur la droite 4 délégations régionales, 3 banquiers itinérants, donc moi je suis banquier itinérant. C'est un terme nouveau, on l'a inventé. Le but du jeu c'est que j'ai un tout petit bureau à la Maison des Solidarités à Caen. Le but du jeu c'est que j'y sois le moins possible, c'est pour ça qu'on appelle ça un banquier itinérant, c'est-à-dire aller à la rencontre des sociétaires et des porteurs de projets. On peut y aller du coup. Alors les finalités de la nef. Je prends mes notes. En fait, c'est participer effectivement à une transformation sociale et non violente de la société via un outil financier au service de cette transformation. Donc on n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas non plus des hippies. Le principe c'est qu'on ne veut pas casser le système, mais proposer une solution alternative qui fonctionne. C'est-à-dire on n'est pas obligé de toucher au marché financier pour pouvoir financer des projets locaux. Et donc notre activité se base sur l'idée d'aider la
je vais y arriver, répartition équitable des richesses, la transition énergétique et sociale, ça parce que nous ciblons en fait nos investissements, on ne va pas financer n'importe quoi, et la solidarité, donc on estime que dans l'économie sociale et solidaire, la coopération vaut mieux que la compétition, même si la compétition n'est pas si mauvaise que ça dans certains cas, de toute manière. Alors, nous avons une charte éthique, ce qui est assez, c'est un de nos piliers qui, en fait, prône le respect pour la personne humaine, puisqu'on estime que l'argent, en fait, ne doit être qu'un moyen et pas un objectif en soi. Il faut que l'argent aide, en fait, au développement humain plutôt que l'humain aide au développement des plus-values financières. La responsabilité sociale, la circulation transparente de l'argent. Alors à ce sujet, en fait, nous on est la seule structure bancaire entre guillemets à le faire. On édite tous les ans pour nos sociétaires, nos 33 000 sociétaires, une liste des prêts, une liste complète de tous les prêts qu'on a fait dans l'année pour qu'ils sachent exactement où va leur argent. Donc avec, par exemple, par projet, un texte explicatif, le montant des prêts et les coordonnées des structures financées. L'argent qui relie les personnes, on en a déjà parlé. Le professionnalisme, on se base là-dessus puisqu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on a des idées un petit peu différentes d'autres financeurs qu'on doit faire n'importe quoi avec l'argent de nos sociétaires. On a quand même une responsabilité à ce niveau-là. Donc, hormis notre état d'esprit et notre mode de gouvernance, par rapport à d'autres financeurs, on n'est pas vraiment différent, c'est-à-dire qu'on va poser les mêmes questions, on va instruire la demande de la même manière, on va avoir les mêmes politiques de risque. Donc voilà, c'est juste qu'on estime qu'on peut faire son métier de banquier, mais avec un autre objectif que la plus-value financière tout court. Et enfin, la cohérence globale, effectivement, nous, on estime qu'on est droit dans nos bottes. Voilà, aujourd'hui, la situation financière, enfin, la situation de financement de l'économie réelle est un petit peu difficile, on le sait tous. Et du coup, on estime qu'on apporte une solution novatrice et alternative par rapport à ça. Alors, les deux piliers en fait de la coopérative, donc premièrement ce sont les sociétaires qui sont déjà propriétaires en fait de la structure. Donc eux ils sont porteurs du projet culturel de la nef. Et derrière, nous les salariés en fait on est bien sûr sous la responsabilité du directoire et on est chargé des aspects opérationnels. C'est-à-dire qu'en fait on est le bras armé au niveau terrain de nos sociétaires et des décisions qu'ils prennent. Donc ça c'est important, c'est bien eux qui mènent la barque, hein. Donc tous les ans on les convoque en assemblée générale et c'est eux qui décident de tous les aspects stratégiques et les axes de progression de la structure. Alors, en termes de coopérative, donc, on a deux modes de participation liés aux engagements respectifs. Donc, qui dit coopérative, déjà, on est sur le principe une personne, une voix, hein, que le sociétaire ait 90 € de part sociale ou 1 million d'euros. Il aura le même poids dans les décisions et il aura aussi la possibilité de voter dans les assemblées générales. On a aussi un aspect de vie coopérative parce qu'on se contente pas en fait de prendre l'argent entre guillemets, d'utiliser l'argent des épargnants. On va essayer d'animer le réseau des sociétaires pour qu'ils se sentent concernés aussi par l'action de la nef. Donc l'objectif c'est bien sûr que tout le monde s'approprie les objectifs de la coopérative, participer aux réflexions stratégiques et à la définition des finalités. Donc comme je vous disais, c'est eux qui décident de toutes les décisions stratégiques pour le futur et faire vivre le principe fondateur de la nef qui est pour que l'argent relie les hommes. Alors, pourquoi devenir épargnant à la nef? Donc premièrement, donc ça c'est pas moi qui le dis, hein, on a posé la question aux sociétaires, pourquoi, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à venir nous voir? Donc la première chose c'est donner du sens à son argent et savoir où il va, c'est très important, hein. Donc les gens, il y a une sorte de prise de conscience, de responsabilité par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a une manne financière assez impressionnante d'épargne en France, mais la question c'est aujourd'hui à quoi ça sert.
Donc nous on estime que ça devrait servir à l'économie réelle et donc nos sociétaires aussi, bien entendu. Orienter son épargne vers des domaines d'utilisation cohérents avec ses propres valeurs. Donc chez nous il y a la possibilité d'orienter son épargne sur typiquement sur des projets environnementaux ou culturels ou sociaux. Donc ça c'est au choix du sociétaire épargnant. Et enfin, partager ses intérêts avec des associations partenaires. Il est possible chez nous, si les épargnants le souhaitent, de donner tout ou partie de leurs intérêts à des associations. Donc ça leur donne quelques avantages fiscaux, mais c'est pas énorme. L'intérêt, c'est surtout de se dire, voilà, bon, mon argent, quoi qu'il arrive, va pas me rapporter grand-chose. Quitte à ce qu'il me rapporte pas grand-chose, autant donner le peu d'intérêt aux structures qui en ont besoin. Et donc notre offre d'épargne, en fait, ce sont uniquement des dépôts à terme qui vont de 2 à 10 ans. Donc c'est tout à fait sécurisé. Donc quoi qu'il arrive, les sociétaires retrouvent leur argent. Et au moins ils savent à quoi ça sert aussi derrière. Donc là, c'est quelques exemples d'associations partenaires à qui les sociétaires peuvent donner tout ou partie de leurs intérêts, donc voilà, dont l'association La Nef qui est l'association mère de la société financière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Donc, bien sûr, on va faire des prêts. Nous, on finance tout type de structure, quelle qu'elle soit, parfois pas forcément ESS, en tout cas au niveau statutaire. On va financer des associations, on va financer des personnes morales, quelles qu'elles soient, et des collectivités territoriales et locales. On a des prêts qui vont de 10 000 € à 1 million d'euros, donc c'est quand même assez large. On va sur des projets de création ou de développement, et des prêts de 2 à 15 ans. Voilà. Contact, si vous voulez devenir sociétaire, n'hésitez pas. Merci aussi. Alors, est-ce que d'ores et déjà, il y a des questions que vous souhaitez poser à nos 2 intervenants? Bon, moi j'en ai plein forcément, mais... Bon, je veux bien lancer le débat et après je vous laisserai la parole. J'avais une première question à Aurélie. Comment vous faites concrètement pour labelliser les fonds? Quelle procédure est mise en place? Et puis vous avez dit aussi que c'était sur le volontariat. Et donc pourquoi certaines banques décident de faire labelliser certains fonds et pourquoi d'autres non? Pourquoi des fonds d'investissement qui, sur le papier, marcheraient très bien, puisqu'ils rapportent évidemment toujours beaucoup d'argent, malgré la crise, c'est ce qu'ils nous disent, viendraient se faire labelliser par nous. Pour la simple et bonne raison que de plus en plus de gens demandent où vont leur argent. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on soit sur les types de personnes comme la Nef ou sur les marchés financiers. C'est une question qui intéresse de plus en plus les gens, les gros investisseurs ou alors les petits épargnants, mais dans tous les cas ça revient. Et le label est attribué aux fonds qui respectent 4 conditions. Donc la première, c'est sur la prise en compte des critères ESG dans la décision d'investissement, c'est-à-dire que tout achat d'actions d'entreprise doit être justifié non pas seulement par une analyse financière, mais également par une analyse qui soit sur le développement durable de l'entreprise. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'expliquer le processus aux épargnants. Donc il faut remplir ce qu'on appelle un code de transparence. Là, ça devient un peu technique, je suis désolée. C'est un dossier de 15 questions où chaque société de gestion peut expliquer en détail quel est son processus d'investissement. Donc toute personne y a accès. C'est ça qui est important. La troisième condition est de faire un reporting sur les critères extra-financiers du fonds. Cette condition est liée à la partie financière puisque aujourd'hui en France, tout fonds d'investissement doit publier la performance financière d'un fonds. C'est une obligation légale. Donc nous avons pris le parti de mettre cette même obligation pour l'extra-financier. Donc on doit prouver que les entreprises, le résultat du fonds est effectivement meilleur sur des critères extra-financiers que si on n'avait pas pris en compte ces critères au moment de la décision d'investissement première.
Et la dernière condition, qui est une des conditions les plus importantes, je pense, pour les épargnants, c'est qu'on impose la publication du portefeuille. Parce qu'il faut donc savoir que la finance est un métier particulièrement opaque, qu'il est très compliqué de savoir pourquoi une décision d'investissement est prise et de savoir dans quoi le fonds est investi. Et c'est surtout pour cette dernière raison que le label a été connu, c'est qu'on a poussé vers plus de transparence. Et c'est cette motivation, je pense, enfin, elle est rarement explicitée, mais c'est ça qui revient beaucoup dans nos discussions. C'est ça qui va... C'est, on va dire, cette condition qui fait que les fonds deviennent intéressants pour les épargnants. Et les fonds d'investissement, comme tout le monde, c'est un produit, c'est-à-dire qu'il est commercialisé et qu'il cherche des clients. Et donc le label peut être un plus pour eux. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai toujours d'autres questions. Question suivante, alors du coup. Justement, on parlait de résultats des fonds. Est-ce que les performances financières de l'investissement solidaire sont aussi bonnes que celles de l'épargne classique ? C'est bon ? Je vais essayer d'y répondre. Nous, on n'est pas vraiment concernés par ça, puisqu'on ne touche pas du tout au marché financier. En ce qui concerne les produits proposés par la nef, donc ce sont des dépôts à terme, donc, qui sont tout à fait dans la moyenne en termes de rémunération. Ça va de 1,50 à 3% brut annuel. Après, je ne sais pas si vous pouvez vous répondre sur les fonds, en tout cas. Sur les fonds, c'est à peu près la même chose. Ça reste, si on prend la moyenne des performances financières des fonds d'investissement sur les 5 dernières années et la moyenne des performances financières des fonds ISR sur les 5 dernières années, elle est soit équivalente, soit légèrement supérieure pour les fonds ISR. Le vrai débat est finalement pas sur la performance financière en elle-même, puisque quand on dit qu'une entreprise doit être choisie sur des critères qui ne sont pas que financiers, elles sont aussi choisies sur des critères financiers. Le gérant, celui qui décide s'il investit ou non dans une entreprise, reste et restera une personne qui a un métier financier, et ce qu'il va rechercher, c'est sa performance financière. Ce qui change, c'est qu'en amont, on va lui demander de prendre en compte les critères de développement durable et de n'investir que dans une entreprise qui sera vertueuse et d'un point de vue développement durable, et qui sera capable de générer une performance financière. Donc finalement, les études, il n'y en a pas énormément, et certaines études sont contradictoires, mais globalement, on reste dans la même moyenne. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? J'ai une liste de questions, mais je n'aurais pas toutes les poser tout de suite. Oui, il y a une question là-bas. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'entreprises dans lesquelles l'argent est un moyen de développer l'humain plutôt que de développer l'argent? Parce que je ne visualise pas trop bien une entreprise qui sert au développement humain et pas au développement de l'argent. C'est bon? D'accord. Ce que je vous ai dit là, c'est une idée. Si vous voulez, on ne peut pas non plus dissocier dans une entreprise. On ne peut pas dire, bah voilà, moi maintenant, je vais mettre toutes mes ressources pour développer le bien-être de mes salariés, mais derrière, du coup, je ne vais pas être performant économiquement. On ne peut pas dissocier ça. Une entreprise, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle fasse des plus-values financières. Après, la question, c'est aujourd'hui, je fais de l'argent, mais pourquoi ? Est-ce que je vais faire de l'argent juste pour faire de l'argent, ou est-ce que je vais du coup avoir d'autres considérations? Est-ce que je vais me dire aujourd'hui mes salariés, en tout cas dans l'entreprise, participent activement à ce que je fasse des plus-values? Est-ce que je vais tout faire pour qu'ils se sentent bien et du coup qu'ils soient plus performants, etc. Ou est-ce que justement je vais uniquement je vais continuer à les, entre guillemets, je suis un peu provocateur, mais les presser comme des citrons pour qu'ils fassent plus? Voilà, c'est juste un état d'esprit en fait, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Bonsoir. Est-ce que le fait d'être une coopérative, donc là je parle pour la nef, ça limite un petit peu les perspectives de croissance pour vous?
Ça limite pas du tout. La seule chose, c'est que les décisions sont pas prises uniquement par une personne ou deux. Hein. Les décisions sont prises de manière collégiale avec les sociétaires, qui sont les propriétaires de la coopérative. La preuve en est que nous, on a un développement assez fort au niveau déjà du sociétariat, donc des épargnants. Et moi, je viens d'arriver donc à la Nef il y a quelques mois pour créer le bureau à Caen, justement parce que ça fait partie de notre stratégie de développement territorial. D'une, pour venir à la rencontre des sociétaires au niveau local, et de deux, pour aller à la rencontre des projets à financer. Donc c'est assez difficile. Je vous dirais non, mais c'est vrai que compte tenu du fait qu'on reste une toute petite structure, c'est sûr qu'on va pas ouvrir des agences partout en France. D'une, c'est pas notre stratégie. De deux, on n'a ni les moyens financiers ni humains pour le faire. Mais en tout cas, on peut pas dire que ça bloque entre guillemets notre développement. C'est juste que en assemblée générale, des fois, les décisions sont un peu plus longues à prendre. Mais bon, mais sur le principe, tout se passe bien. Bonsoir. C'est une question pour le monsieur de la Nef. J'aimerais savoir quel est votre processus de prêt, parce que tout à l'heure vous expliquez que vous impliquez beaucoup les épargnants par rapport à vos AG annuels et tout. Et j'aimerais savoir, est-ce que l'épargnant est impliqué dans le processus de prêt? Est-ce qu'il choisit le secteur où son argent va être investi après ou non? Oui. Il choisit le secteur. Lorsqu'une personne veut placer son argent chez nous, en fait, il peut orienter son épargne donc dans tel secteur, donc par exemple l'environnement, le culturel ou social. Après, il peut aussi nous laisser la gestion de son argent, c'est-à-dire nous faire confiance pour qu'on l'investisse à sa place. Après, on va même un peu plus loin dans le processus de financement, puisque lorsqu'on a un doute, en tout cas sur l'éligibilité d'un projet, on a un comité d'éthique au niveau national qui, en fait, ce sont des sociétaires élus par les sociétaires qui va donner son veto ou pas, qui va dire est-ce que ça correspond à l'état d'esprit de la Nef ou pas. Et au niveau local, on a ce qu'on appelle des groupes locaux de sociétaires, qui sont des sociétaires actifs et donc bénévoles, qui peuvent aller directement, s'ils le souhaitent, à la rencontre des porteurs de projets, et qui peuvent aussi intervenir dans les décisions. Ils peuvent être consultés, par exemple, lorsqu'on monte un dossier de prêt. Ils peuvent être consultés. Après, ils n'auront pas la décision directe, hein, parce que c'est pas forcément des financiers, mais ils ont leur mot à dire, ça c'est sûr. La durée du processus? C'est une durée classique. Il faut compter. Après, ça dépend aussi de la complexité du dossier. Et si on a toutes les pièces à temps, c'est souvent le problème. Il n'y a pas de grande différence. Le fait qu'on soit aussi une petite structure fait qu'on est aussi assez réactif à ce niveau-là. Mais il faut compter entre la première rencontre et le décaissement du prêt, si ça se fait, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ce qui reste le délai classique. Pour ce genre Après, ça dépend de l'investissement aussi. Entre 20 000 € et 1 million d'euros, c'est pas la même analyse. Merci. S'il y a d'autres questions? Pas tout de suite. J'avais une autre question. En fait, on parle d'investissement socialement responsable, d'épargne solidaire, et on parle aussi de microcrédit. Alors, c'est quoi la différence entre le microcrédit et ça? Pour avoir travaillé aussi dans le microcrédit, en fait on est dans la même veine, c'est juste que entre guillemets, la clientèle cible n'est pas du tout la même. Le microcrédit va avoir un aspect beaucoup plus social que ce que fait la Nef par exemple. Il va plus là carrément il va pas du tout s'arrêter sur les aspects financiers. On va surtout s'arrêter sur la personne. Et en gros, est-ce que cette personne vaut le coup? Est-ce qu'elle mérite entre guillemets qu'on l'aide? Et le fonctionnement. Enfin, il y a aussi une différence, c'est que aujourd'hui la Nef a ses propres ressources de financement via l'épargne de nos sociétaires. Donc c'est un circuit fermé et c'est pas vraiment forcément le cas de la microfinance. C'est-à-dire que les ressources de financement viennent de lignes bancaires classiques, mais après ça dépend aussi du fonctionnement de chaque structure. Et les montants ne sont pas les mêmes non plus. Les montants moyens en France, en tout cas du microcrédit, c'est 3 500 € par prêt. Bon, sachant que il y avait une statistique, mais il faudrait vérifier, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais de mémoire, 55% des entreprises, des créations d'entreprises en France ont besoin de moins de 8 000 € pour démarrer. Donc c'est quand même important.
la question. Oui. D'autres questions? Bon, bah, je continue dans mon florilège de questions. Du coup, est-ce que ça devient un secteur concurrentiel alors, entre établissements qui font de l'ISR et entre les établissements bancaires classiques et les établissements qui font de l'ISR? Sur l'ISR, il y a très peu d'établissements spécialisés, voire aucun. Je ne voudrais pas dire de bêtises, en tout cas pas en France. C'est toutes les banques assurances classiques qui offrent ce type de produit. Donc il y en a effectivement de plus en plus. Aujourd'hui, en France, il y a une 60aine de sociétés de gestion actives sur l'ISR. Donc ce n'est pas que des sociétés de gestion françaises, ça peut être des sociétés de gestion étrangères, enfin, principalement européennes, qui vendent ces produits-là sur le marché français. Et il devient effectivement de plus en plus concurrentiel, puisque bon, effectivement 150 milliards, ça vous paraît beaucoup, et c'est normal, mais sur les marchés financiers, les montants sont quand même énormes, et 150 milliards à se partager entre 60 sociétés de gestion, c'est pas beaucoup pour chacune. Donc on voit bien que, et disons que mettre en place un processus ISR, c'est aussi beaucoup d'investissement pour une société de gestion. Il faut des analystes, il faut former les gens, surtout pendant la crise, ils doivent embaucher, enfin tout est un peu compliqué. Donc l'environnement devient d'autant plus concurrentiel que les montants sont finalement pas tant importants que ça, et donc il faut vraiment récupérer, on va dire, le moindre centime qui veut bien être placé en ISR pour qu'elle puisse continuer à produire ce genre de placement. Oui, si vous voulez rajouter. Sur les réseaux, entre guillemets, hors marché financier, c'est vrai qu'il fut un temps où la NEF, comme d'autres banques éthiques en Europe, était un peu pris pour des fous, puisque on ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'on ait d'autres critères que uniquement le financier pour pouvoir prêter ou pas. Aujourd'hui, effectivement, on reste, c'est toujours une goutte d'eau, hein, qu'on soit clair là-dessus, hein, mais on voit bien que certains grands réseaux bancaires se placent sur l'investissement responsable, ils en font même la pub, ou l'investissement local, tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience globale, entre guillemets, qui augmente tous les jours un peu plus, donc des épargnants, donc que ce soit des particuliers ou des sociétés d'investissement, par rapport à la responsabilité de l'argent. Et en gros, on en fait quoi? Donc forcément, à partir du moment où plus de gens se poseront la question, forcément les grands réseaux classiques bancaires vont se mettre sur le marché. Après, bon, c'est plutôt bien, mais il faut vraiment qu'ils aillent au bout de la démarche, quoi. Il ne faut pas que ce soit juste un effet d'annonce ou marketing. Bonsoir. Alors, je voulais savoir plutôt sur l'aspect communication pour vos deux branches. Comment vous faites pour intéresser des nouvelles sociétés de gestion ou des nouveaux sociétaires voilà. Nous, on n'a pas vraiment de stratégie globale, entre guillemets, au niveau communication. Jusqu'à présent, ça se faisait beaucoup par bouche à oreille. Donc c'est vrai comme je vous disais, on reste une petite structure, donc on n'a pas non plus un budget immense d'un grand mastodonte bancaire. En fait, moi, je vais toquer aux portes, tout simplement, hein. Donc, je vais, en faisant l'animation déjà du réseau de sociétaires actifs au niveau local, forcément, ils en parlent autour d'eux. Donc ça, c'est une première partie. Après, je vais faire connaître la NEF aux différents partenaires de la création d'entreprise, aux différents financeurs publics ou pas d'ailleurs. Voilà, ça se fait un petit peu comme ça. On est des artisans. Il n'y a pas vraiment de plan de communication global. Alors, avant de donner la parole à Aurélie, je vais juste une petite question en plus. Qui sont ces sociétaires? Alors, est-ce qu'on connaît un peu les catégories socio-professionnelles de ces sociétaires? Quel type de population? Les sociétaires de la NEF sont quand même des personnes qui sont engagées, voire militantes, dans tous les réseaux d'économie locale, biologique, etc. Depuis quelques années, en fait, ça se démocratise, mais il n'y a pas vraiment de catégorie qui sort du lot. C'est de toute façon toute personne qui se pose la question. Alors ça peut être, j'ai vu des sociétaires qui avaient
pas forcément une énorme situation financière, mais le peu qu'ils avaient, ils souhaitaient que ça serve à quelque chose au niveau local. Quand je parle local, c'est au niveau national, hein, bien entendu. Et puis il y a des personnes voilà, d'une catégorie socio-professionnelle un peu plus élevée qui se posent aussi la même question. Je pense que c'est vraiment, c'est pas lié à un type de personne en particulier. De mon côté, on n'a pas forcément le même rapport à la communication puisqu'on ne va pas chercher des nouvelles sociétés de gestion, et d'autant plus qu'on est financé par l'État, donc on doit rester indépendant. En revanche, notre métier, et en particulier à travers le label, est de faire en sorte que les sociétés de gestion qui font du marketing sur l'investissement responsable ne le fassent que quand ils offrent des produits qui sont réellement responsables. Voilà. Donc ça, on aura plus un rapport... une certaine manière de confrontation avec certaines que de vraiment vouloir aller en chercher des nouvelles. Donc bien s'assurer en gros qu'ils ne font pas du greenwashing et voilà. Voilà, c'est l'idée derrière. D'autres questions? Oui, là-bas. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez des exemples de projets concrets que vous avez réalisés avec vos fonds? On a financé des entreprises d'insertion, des tout petits ou des chantiers écoles, hein, des tout petits chantiers ou des entreprises un peu plus importantes. Là, je vous parle au niveau local parce que c'est ce que j'ai en tête. Après, on a une forte activité au niveau environnement. Hein, donc c'est la plus grosse part de notre activité, hein, c'est tout ce qui est maraîchage bio, agriculture biologique. Culturel très peu parce que le modèle économique d'une association culturelle c'est quand même assez compliqué, mais on en fait aussi. Mais par exemple on va financer des cinémas indépendants. On va financer des structures d'accueil pour la petite enfance ou des structures d'accueil pour les personnes handicapées, ce genre de choses. C'est bon, j'ai répondu. Il y avait une autre question à côté. Est-ce que vous pensez que ce genre d'investissement peut finalement contribuer à résoudre la crise ou pas du tout? Ça va rester marginal et il ne va pas y avoir d'amélioration? Très bonne question. Déjà, la crise a quand même évolué en 5 ans. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou pas, mais quand même une évolution. L'ISR a quand même vocation à rester un produit de niche puisqu'il est très exigeant. Et il rencontrera toujours beaucoup de résistance de la part de financiers purs. Je pense que quand on a envie d'aller sur les marchés financiers, c'est qu'on a quand même une certaine idée derrière. Après, c'est une prise de conscience un peu plus globale du métier, puisque là, je ne vous ai parlé que des fonds ISR, mais tout le travail que des analystes au sein des sociétés de gestion font, on va dire que ça va être aussi par la parole, par la rencontre avec les autres analystes, et donc les critères de développement durable sont de plus en plus pris en compte dans la finance. Pas forcément de manière aussi structurée, voire même souvent pas aussi structurée que dans un fonds ISR, mais c'est des questions qui sont posées de plus en plus, et pour certaines personnes, et j'en fais partie, on considère qu'aller regarder une entreprise avant de décider d'investir dedans, si elle respecte certains critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, c'est même pas forcément être militant, c'est juste du bon sens. Sinon, elle va perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est en train d'avancer. D'autres questions? Bon, je continue avec mes questions. Est-ce que les produits d'épargne solidaire ont mieux résisté que les autres à la crise? Moi, je peux difficilement répondre puisqu'on ne propose que des dépôts à terme, donc en soi, qui sont des placements sécurisés et qui, en fait, ne sont pas du tout impactés par les effets de marché, puisqu'on n'y touche pas du tout. Donc, je pense que... Ouais, je vais essayer de vous répondre. Je pense qu'il y a plusieurs échelles. Donc, si on reste sur les fonds ISR, c'est donc un marché qui a explosé avec la crise. Donc, dans ce sens-là, la crise fait du bien à l'ISR. Après... sur les autres produits donc qui ne seront pas forcément des investissements sur les marchés financiers mais qui sont liés au fonds ISR pour des histoires de réglementation, il y a notamment le fait d'investir dans des fonds qu'on appelle solidaires, donc qui ne sont pas ISR, mais d'investir dans des entreprises de plus petite taille qui ne sont pas sur les marchés financiers. Et
ces fonds-là se développent. Donc ce ne sera jamais un fonds en entier, c'est seulement 10% du fonds qui peut être investi dans des entreprises solidaires. Et les 90% restants, en général, sont des entreprises investies sur des critères ISR, pour que l'ensemble du fonds reste cohérent. Et ces produits-là, oui, ont profité de la crise, que ce soit par le biais des développements du fonds ISR ou alors par le biais de réglementations, notamment par l'épargne salariale, où il est maintenant obligatoire d'investir une partie de l'argent de l'épargne salariale dans des fonds solidaires. Toujours pas de questions? Non? Bon, toujours ma question. À cause de la crise, beaucoup de personnes se sont endettées car elles avaient effectué des déplacements financiers avec des gros risques. Et du coup, ma question, c'est est-ce que effectuer un placement solidaire, c'est plus sûr? Quels sont les risques éventuels? Et puis, par ailleurs, pour Aurélie, est-ce que les fonds labellisés ISR sont réellement moins risqués que les autres? Alors, sur la question du risque financier, il faut quand même savoir qu'il y a moins de risques financiers aujourd'hui puisque les réglementations sont plus strictes. Elles sont très critiquées par certaines personnes, mais ça n'empêche qu'elles sont plus strictes qu'il y a 5 ans. Donc il y a moins de prise de risque sur les marchés. Après, est-ce qu'un fonds ISR est moins risqué? Toute l'idée derrière l'ISR, donc d'intégrer ces critères de développement durable en choisissant une entreprise, c'est de se dire qu'une entreprise qui va être solide financièrement et qui va prendre en compte le développement durable dans sa stratégie sera moins risquée parce qu'elle sera plus ancrée dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Après, on n'a pas encore de statistiques sur ces questions. J'espère que si le jour où il y en aura, elles le prouveront ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est tout. Et donc à l'échelle locale, est-ce que c'est plus sûr de faire un placement à notre échelle, en fait, il y a, entre guillemets, je parle pour les produits de la nef, mais il n'y a pas de risque, en tout cas pour l'épargnant, puisque c'est un contrat, hein, le dépôt à terme, c'est sur une durée donnée et voilà, il récupère son argent. Le seul risque qu'il y aurait, c'est carrément la défaillance de la structure nef. Mais de toute manière, nous, dans notre fonctionnement, quoi qu'il arrive, même si on financerait que des structures ou des entreprises qui venaient à péricliter, nos sociétaires seraient garantis de récupérer leur argent. C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui qui tombe et sur laquelle on a une perte sèche, on n'impacte pas du tout cette perte sur l'argent des sociétaires. C'est sur les fonds propres de la nef. Moi j'ai une question pour la nef. Vous avez dit que vous n'avez pas le droit de citer de projets auxquels vous avez participé. Je ne parle pas des projets en cours, je parle des projets auxquels vous avez participé. Vous avez nommé des marchés bio, des écoles et compagnie. Pourquoi vous n'avez pas le droit de les citer? Parce que déjà au niveau communication, comme vous disiez, vous êtes une petite structure et il n'y a pas non plus énormément de choses de faites. Ça veut dire que quelqu'un qui est un peu intéressé par la nef, il ne peut pas aller voir qu'est-ce qui se fait. Alors, je peux pas les citer là parce que j'ai pas entre guillemets l'autorisation des structures financées. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on envoyait la liste de tous les prêts annuels, c'est pour nos sociétaires, puisque c'est entre guillemets avec leur argent qu'on a fait ces prêts-là. Mais je vous invite à aller sur le site de la nef, il y a des exemples cités, et donc des projets qui ont été faits, qui ont été financés. Et là, du coup, il y a l'autorisation des porteurs de projets d'être inscrits sur le site. Donc voilà, c'est juste pour ça. D'autres questions ? Bon. Donc du coup en France, l'épargne solidaire affiche depuis de nombreuses années une progression régulière, notamment avec la crise. Mais il n'en reste pas moins que les encours gérés par la filière, comme vous l'avez dit tous les deux, restent une goutte d'eau comparativement à la taille de l'ensemble de l'épargne. Et du coup, quel avenir vous voyez pour la finance solidaire ? Est-ce que vous pensez que ça restera toujours une goutte d'eau ou bien ça va être voué à se développer et pourquoi et dans quel contexte et comment? C'est très difficile à dire. Nous, ce qu'on souhaite bien entendu, c'est que ça devienne plus qu'une goutte d'eau.
À partir du moment de toute façon où on va investir sur tout ce qui est aspect environnemental, par exemple, à un moment donné, on n'aura plus trop le choix, enfin, malheureusement. Donc il va falloir effectivement que la prise de conscience qui s'effectue actuellement en fait, se démocratise pour la plupart des épargnants. Après, il faut aussi que les épargnants aient bien conscience de leurs responsabilités par rapport à leur épargne. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'ils se posent la question, j'ai de l'argent en compte, très bien, mais j'en fais quoi? Et surtout, il est où? Donc ça va pas être un bouleversement, hein, ça va se faire petit à petit, mais je pense, en tout cas c'est mon avis, que la finance solidaire, en tout cas le mode de fonctionnement de tous les dispositifs de finance solidaire, c'est un petit peu l'avenir de l'économie, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a des choses, on l'a vu pendant la crise, hein, des choses tout à fait immorales qui se sont passées, et à un moment donné il faudra changer les choses, et j'espère qu'on n'arrivera pas au moment où on n'aura plus le choix de le faire. Je suis pas sûre que je rajouterai grand chose, mais oui, l'idée c'est que toutes ces questions deviennent quand même de plus en plus importantes et récurrentes, et je ne pense pas, même si la crise se termine dans 2 ans en étant très optimiste, je ne pense pas que toutes ces questions-là seront enterrées, au contraire. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut applaudir Aurélie Barrochet et Guilhem Renaud pour leur intervention. Donc je vais remercier aussi toutes les personnes présentes d'être venues, et puis donc on se retrouve la semaine prochaine puisqu'il y aura une autre conférence sur l'économie circulaire. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.